Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dukens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne, vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dukens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris, c'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite, in extremis. Et moi je lui dis c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Mm. Par contre, à contrario, 1 heure et demie après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place. Vous êtes à bord de cet appareil. Le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes. Il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là autour de vous? Ben, oui, il y avait d'autres Français. D'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller. Et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant euh, de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui À, suivent? ce à ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait. Parce qu'il y avait encore Internet à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures, jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture? Vous étiez accompagné d'autres personnes? J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8 heures du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9 heures. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Qu'est-ce Malgré que après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais, à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce Mm. trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route?
Bah, les 9h30, il y avait énormément de bouchons, puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu bah, une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière, j'ai dû patienter approximativement 32 heures. 32, entre 32 et 35 heures, qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par, excusez-moi, l'ambassade Mm. euh, d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place, au poste frontière, me laissent passer la frontière. Donc, c'était un sacré périple. Vous aviez dit 35 tout... heures C'est approximativement ça. là-bas, juste à Vous la aviez dit frontière. tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement? Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et il nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie, hein. Je vous le dis clairement, même c'est sûr, puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan et donc j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté. Et là, j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour que eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin. Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estéral qui seraient partis comme vous? Euh, j'ai des nouvelles. Oui, il y a des gens qui arrivent à avoir Internet là-bas avec des VPN et tout. Donc, j'essaie de prendre le maximum de nouvelles. Ils me disent que c'est le chaos là dans la ville. On l'a vraiment échappé belle. En plus, là, les bombardements se sont intensifiés aussi entre hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mes amis, il y en a un, Mounir Haddadi, qui a rejoint, je parle des étrangers, hein, bien sûr, Mm. puisque les Iraniens, j'ai toujours pas de nouvelles. Mounir, il a pu rejoindre l'Espagne, il est à Madrid. Moussa Djenepo, il est parti au Mali. J'étais en relation avec eux hier. Et Didier Ndong, il est rentré au Gabon. Donc, j'ai des nouvelles de mes coéquipiers, on va dire, étrangers, avec qui on a partagé le même périple. Ils vont bien et pour l'instant, je suis un peu rassuré, mais j'aimerais bien avoir aussi des nouvelles de mes coéquipiers en Mm. Iran et savoir que tout va bien. J'espère que la paix va Mm. revenir au plus vite Et, dans tout et- et- ça. et vous disiez que vous étiez, alors vous aviez des nouvelles de vos proches, de vos amis étrangers. En ce qui concerne les Iraniens, pas de nouvelles. Est-ce que vous étiez du 15 Nazon toujours en Iran et précisément à Téhéran les 8 et 9 janvier dernier au moment où il y a eu ce massacre de masse, cette révolte réprimée par le régime? Est-ce que vous étiez sur place? J'y étais. Après, je n'ai pas assisté aux affronts, j'ai pas vu les affrontements, les manifestations en live, puisque nous, on allait à l'entraînement le matin. Et à partir de 15 heures, on avait fini approximativement notre journée. Moi, j'habite à l'hôtel là-bas. Et les joueurs qui habitent dans leurs appartements respectifs étaient restés chez eux lorsque les affrontements se passaient dans les rues, puisque les joueurs iraniens nous disaient de ne pas sortir à partir de 17 heures, puisqu'il y avait des horaires auxquels les affrontements allaient commencer. Eux, ils étaient au courant de tout. Et pour nous protéger, ils nous disaient de rester chez nous. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, mais il y avait des victimes à partir, je crois, du troisième jour de manifestation, si je me souviens, ou trois ou quatrième jour. Là, ça a commencé à être très sérieux et après ça, tout s'est arrêté d'un coup. Et les images, vous les avez alors sans doute surtout découvertes depuis votre retour ici en France. Sur place, vous ne voyez pas ce qui se passait. En fait, je ne voyais pas ce qui se passait en live, mais
Sur le téléphone, oui, on voyait puisqu'ils avaient coupé Internet. Les 2 premiers jours, il y avait toujours Internet, du coup, il y avait des images qui circulaient. Le troisième jour, je crois non. Mais là-bas, il y avait un sorte d'internet qui fonctionnait, mais que dans le pays. On ne pouvait pas aller sur Internet ailleurs et tout, mais eux, ils ont commencé à pu communiquer à partir de certains jours. Moi, pendant 5 jours, je crois, à ce moment-là, on était coupé du monde, on Il y avait n'avait un plus Internet, plus blackout de... total. Mm. Le pays Exactement, était blackout complètement total, on ne isolé pouvait du pas monde. parler avec... Mm. Est-ce que vous Exactement, on envisagez était ouais, isolés. Mm. Est-ce que vous envisagez Pardon. un retour prochainement en Iran pour retrouver votre club? Je pense que ça va être difficile, hein, vu la situation actuelle. Après, moi, tout de suite, la priorité, c'est de trouver un club, jouer au football et me préparer puisque notre pays est qualifié en Coupe du Monde. Mm. Donc, j'ai envie d'être prêt physiquement. Et bien sûr, je pense toujours quand même aux personnes qui sont là-bas en Iran. Comme je le répète, j'aimerais bien que la situation se calme pour eux. Mais pour moi, ça va être difficile d'aller jouer au football dans des conditions telles quelles actuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci Dukens Nazon d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Et en tout cas, on imagine votre soulagement aujourd'hui d'avoir pu regagner Paris et surtout d'avoir pu retrouver vos proches. Merci à vous. Merci, merci à vous. Et c'est avec ce témoignage qu'on referme cette édition. Restez avec nous sur France 24. Nos éditions spéciales se poursuivent.